Le père eut un mauvais pressentiment, décida de déterrer la tombe de son fils de 5 ans et découvrit. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Le froid de décembre à Chicago était tout sauf agréable. Le ciel était gris et brumeux, et des rafales de vent fouettaient le manteau noir de George, l'empêchant presque de sentir ses mains. Ses yeux étaient gonflés et injectés de sang. L'homme de 35 ans se tenait immobile devant le minuscule cercueil, drapé dans un tissu gris. Il mesurait à peine plus d'1 mètre de long. En dessous se trouvait son fils de 7 ans, Léo. Il n'y avait pas de musique, pas de rituels élaborés. Juste une poignée de parents et une cérémonie funéraire sombre. L'air est immobile et silencieux. Monsieur George, dit une douce voix masculine derrière lui, nous sommes prêts si vous souhaitez le voir une dernière fois. George fit un signe de tête à l'homme d'âge moyen en uniforme de la maison funéraire, Paul, un membre du personnel de longue date du cimetière de Greenwood. Il s'avança lentement, ses mains tremblantes tandis qu'il soulevait le tissu qui couvrait le visage de son fils. Pendant un moment, George ne pouvait plus respirer. Le visage de Léo était le même s'il avait été retouché avec du maquillage pour cacher les bleus. Yeux fermés, longs cils recourbés, petit nez droit. Une copie parfaite de George quand il était petit. Mais sa peau était pâle, sans vie. Sur son poignet gauche, il y avait une légère ecchymose, à peine visible à travers le tissu. Mon fils, s'étrangla George, les genoux fléchissant tandis qu'il agrippait le bord du cercueil. Tu as dit que tu n'aimais pas que quelqu'un se tienne devant ta porte, n'est-ce pas? Paul posa doucement une main sur l'épaule de George et la serra légèrement. George hocha la tête en guise de remerciement. Il se tourna pour regarder au loin, où Sylvia, sa deuxième épouse, se tenait à quelques mètres de là. Vêtue d'une robe noire et de lunettes de soleil, tenant un mouchoir. Grand, avec des cheveux châtains foncés soigneusement attachés. Elle n'a pas pleuré. Elle jeta un rapide coup d'œil à George et se détourna. Les funérailles se sont terminées rapidement. Personne n'a beaucoup parlé. Les proches de George et quelques collègues ont présenté leurs condoléances, puis sont partis discrètement. Sylvia s'est éclipsée vers la voiture, sans s'attarder. George resta là, debout, immobile. Sur le chemin du retour en bus, George était assis seul. Les bruits du moteur, de faibles conversations à l'arrière. Tout cela semblait passer à travers lui sans laisser de traces. Dans son esprit, une seule phrase se répétait. Quelque chose dit une semaine plus tôt. Papa, cet homme qui se tient à ma porte, je ne l'aime pas. George s'en souvenait clairement. C'était un vendredi après-midi. Il était allé chercher Léo à l'école et il mangeait des sandwichs dans un parc près de la maison. Léo a toujours beaucoup parlé. Quel camarade de classe ne voulait pas jouer? Comment le nouveau professeur enseignait? Pourquoi les pigeons n'ont pas eu froid aux yeux? Mais ce jour-là, Léo a prononcé cette phrase. Brusque, sortie de nulle part. Ses yeux évitaient ceux de George. Qui, mon pote? À l'école, demanda George. Léo secoua la tête. Non, l'homme dans la maison. Il est juste là. Je l'ai vu à travers la fente de la porte. Quelle maison? Chez Sylvia. Léo hocha simplement la tête, mordit dans son sandwich et ne dit rien de plus. À l'époque, George pensait que c'était juste l'imagination d'un enfant. Mais maintenant, les mots sonnaient comme un poignard dans son cœur. 3 jours après les funérailles, George s'est rendu au centre médical Saint-Joseph, où le décès de Léo avait été déclaré. Il a rencontré le docteur Valerie Owens, le médecin en charge du rapport d'autopsie. Docteur, j'aimerais consulter le rapport médico-légal de mon fils, dit George, sa voix étrangement calme. Valérie lui jeta un rapide coup d'œil, puis le conduisit à la salle des archives. Là, elle a placé un dossier sur la table. La conclusion était des blessures par impact multiples compatibles avec une chute de plus d'1 mètre de hauteur. L'heure estimée du décès était vers 3 heures du matin. Aucun signe d'autre traumatisme externe. George feuilleta rapidement les pages. Il s'est arrêté devant une photo d'une ecchymose sur le poignet gauche de Léo. Violet foncé et rond. Qu'est-ce que c'est? A-t-il pointé du doigt. Valérie y jeta un coup d'œil. Probablement un impact de la chute. On dirait pas. On dirait que quelqu'un a attrapé et tiré fort. Je suis ingénieur, je connais la force nécessaire pour créer une ecchymose comme celle-ci. Cela ne viendrait pas simplement d'une chute. Valérie serra les lèvres. Nous ne faisons que documenter les résultats, monsieur George.
Nous ne tirons pas de conclusion. Georges a fermé le dossier. Merci. Je vais demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Ce soir-là, Georges était assis dans son appartement vide. Autrefois rempli du son du rire d'un enfant, des pas, du chant idiot de Léo. Il n'a pas allumé les lumières. Seule la faible lueur de l'écran de son ordinateur portable éclairait la pièce. Il a fouillé dans de vieux emails, essayant de récupérer le mot de passe du système de surveillance de l'appartement qu'il avait autrefois partagé avec Sylvia et Léo. Après leur divorce, Georges avait conservé une sauvegarde à distance du système, juste au cas où. Étrangement, le système n'avait pas été entièrement effacé. Il a réussi à accéder aux archives. 4 décembre, la nuit où Léo serait tombé du balcon, selon Sylvia. Georges a rembobiné la séquence. 21h48. Sylvia a porté Léo dans la chambre. Le garçon portait un t-shirt bleu et tenait un ours en peluche marron. 22h15. Lumière de la chambre éteinte. Rien ne semblait déplacé. Avance rapide jusqu'à 2h30 du matin. Aucun mouvement. Soudain, de 2h41 à 3h12, l'écran est devenu complètement noir. Georges fronça les sourcils. Il a vérifié les journaux système. La caméra avait été éteinte manuellement à 2h41 du matin et rallumée exactement 31 minutes plus tard. Aucune connexion utilisateur n'a été enregistrée. Et la caméra du balcon n'a montré aucune séquence de Léo quittant la pièce ou ouvrant la porte. Mais le rapport de décès affirme qu'il est tombé du balcon de la chambre. Le lendemain, Georges a apporté le disque dur au poste de police local et a rencontré le détective Mark Evans, l'officier qui avait traité l'affaire initiale de l'accident. « Inspecteur, j'ai des preuves suspectes. Les images de la caméra s'éteignent pendant 30 minutes juste avant la mort de mon fils. De plus, il n'y a aucun enregistrement de lui quittant sa chambre. Alors comment s'est-il retrouvé sur le balcon ?» Mark soupira, regardant le disque dur, feuilletant le rapport. « Nous comprenons votre chagrin, monsieur Georges, mais une panne temporaire de caméra n'est pas la preuve d'un crime. Problème système. Et personne n'a vu personne le pousser. Avez-vous des enfants, inspecteur ?» demanda soudain Georges. Mark leva les yeux. Oui, une fille. Elle a 8 ans. Alors peut-être que tu comprends. Mon fils avait peur des hauteurs. Il n'a jamais ouvert les fenêtres tout seul. Je n'ai jamais grimpé aux balustrades. Il n'est pas simplement tombé. Je connais mon fils. Mark resta silencieux pendant un long moment. Je suis vraiment désolé, monsieur Georges. Mais à moins que de nouvelles preuves n'apparaissent, l'affaire reste close. Georges se tenait debout. Alors je trouverai les preuves. Plus tard dans la journée, Georges est retourné dans l'ancien appartement, maintenant à vendre. Il se tenait sur le balcon où Léo serait tombé. La balustrade mesurait environ 4 pieds de haut et était faite de métal robuste. Un enfant ne pourrait pas facilement grimper dessus. Il se pencha, posa ses mains sur la balustrade et ferma les yeux. « Papa, cet homme qui se tient à ma porte, je ne l'aime pas. » Une rafale de vent s'abattit sur son cou. Il frissonna. Georges était assis dans un petit café sur Main Street. La tasse de café devant lui était devenue froide, intacte. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. Je regarde à nouveau la vidéo. Sylvia met Léo au lit vers 22h. Après cela, aucun signe de Léo quittant la pièce. Aucun mouvement. Juste le système qui s'éteint à 2h41 du matin. Éteint délibérément. Et à cause de cette panne d'électricité, un petit garçon a été déclaré être tombé du balcon. Georges a ouvert un carnet numérique et a commencé à lister. Léo ne craignait que les hauteurs. Aucun signe d'escalade ou d'empreinte de pas sur le balcon. Les caméras désactivées précisément au moment du décès. Aucun témoin oculaire de la chute présumée. Il s'est frotté le visage. Ses yeux injectés de sang. Il avait besoin de quelqu'un pour vérifier cela, un professionnel. Le lendemain, Georges a visité le bureau du docteur Adrien Rogers, un expert en analyse vidéo et en sécurité numérique. Docteur Rogers. J'ai besoin que vous déterminiez si l'écart de séquence était dû à un problème système ou à une falsification manuelle. Adrien, une femme d'une 50aine d'années, bien connue pour analyser les preuves dans les affaires de cybercriminalité, s'est redressée et a hoché la tête. Donnez-moi le disque dur et les journaux système.
Georges a posé les documents sur son bureau. Je crois que quelqu'un, peut-être mon ex-femme, a coupé le système la nuit où mon fils est mort. Adrien fronça les sourcils. C'est sérieux, monsieur Georges? Avez-vous des preuves de l'identité du coupable? Je n'ai pas de preuves directes, mais j'ai un instinct paternel. Je sais que Léo n'est pas tombé tout seul. Et les caméras, elles ont été éteintes exactement au mauvais moment. 3 jours plus tard, Adrien a rappelé. Georges, je confirme que le système de caméra n'a pas dysfonctionnement. Il a été éteint manuellement via le compte principal. Le mot de passe a été saisi avec succès à 2h41. Alors quelqu'un l'a fait exprès, dit Georges en sursautant presque sur ses pieds. Oui. Et encore une chose, sa voix s'est durcie. La vidéo n'a pas seulement été coupée. Elle a été écrasée pendant exactement 30 minutes. Ça veut dire que quelqu'un a supprimé définitivement cette partie. Georges serrait fermement le téléphone. Seriez-vous prêt à témoigner si je porte plainte? Je peux vérifier l'analyse technique, mais les conclusions pénales relèvent du système judiciaire. Georges décida de retourner au commissariat, cette fois pour rencontrer l'inspecteur Lucie Maurice, marque supérieure. Il apporta le rapport d'Adrien et imprima des images de la vidéo. Lucie, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux soigneusement attachés, les yeux enfoncés et la voix basse, dit « Monsieur Georges, nous avons examiné le dossier. Avant l'arrêt de la caméra, c'est suspect, certes, mais ce n'est pas suffisant pour constituer un crime. Rien ne prouve qu'une autre personne se trouvait dans la pièce avec Léo à ce moment-là. L'absence de preuves ne signifie pas qu'il n'y a pas de crime, a déclaré Georges, la voix tendue. Lucie expira. Je comprends que vous soyez un père en deuil, mais sans témoin ni preuve directe, nous ne pouvons pas rouvrir le dossier. Georges tapota légèrement la table. Alors, autorisez-moi à enquêter de manière indépendante. Je n'interviendrai pas. Lucie l'étudia un long moment, puis dit, je transmettrai le dossier au bureau du procureur, mais je ne peux rien promettre. Ce soir-là, Georges a appelé son vieil ami d'université, David Saunders, un avocat pénaliste. David, j'ai besoin d'un conseil. Je souhaite demander l'exhumation du corps de Léo. À l'autre bout du fil, David resta silencieux pendant plusieurs secondes. Georges, es-tu sûr de vouloir aller aussi loin? J'en suis sûr, répondit Georges instantanément. Je ne crois pas que l'enfant dans ce cercueil soit mon fils. David soupira. Alors, vous devrez déposer une requête auprès du tribunal, accompagnée de nouvelles preuves. Préparez-vous à l'examen public et à la pression juridique. Ce n'est pas une mince affaire. Je suis prêt. La semaine suivante, David a aidé Georges à préparer la requête pour une nouvelle autopsie. Ils ont compilé le rapport d'expertise numérique d'Adrien, des photos du balcon et de l'agencement de l'appartement, des images de l'ecchymose suspecte sur le corps et une analyse psychologique de la peur du vide chez les enfants. Georges n'a laissé de côté aucun détail. Pendant ce temps, Sylvia restait étrangement calme. Elle n'apparaissait pas en public, fermait tous ses comptes sur les réseaux sociaux et ne répondait que brièvement lorsqu'on la contactait. Elle n'a pas réagi du tout à votre plainte, demanda David. Non. Elle se cache. Pas une seule larme sincère à l'enterrement où je l'ai vue. Georges secoua la tête. La première plainte a été rejetée par le parquet, invoquant l'insuffisance de nouvelles preuves et l'absence d'indicateurs d'activité criminelle. Georges était furieux, mais il n'a pas abandonné. Il a fait appel. Pendant ce temps, David a porté l'affaire devant les médias. Un journal local, le Chicago Tribune, a publié un article intitulé « Un père soupçonne que la mort de son fils de 7 ans était un échange de corps, la vérité est-elle dissimulée ?» En 3 jours, l'article s'est rapidement répandu. L'opinion publique divisée en deux. Certains pensaient que Georges était délirant, refusant d'accepter la réalité. D'autres le félicitaient pour son combat pour la vérité. Une journaliste nommée Anna Valentine est venue interviewer Georges. « Monsieur Georges, ne craignez-vous pas que cela donne l'impression que vous avez perdu le contrôle ?» demanda-t-elle doucement mais avec insistance. « Je préférerais être traité de fou plutôt que de rester assis sans rien faire pendant que la vérité est enterrée dans le sol, » répondit Georges. Alors que l'attention du public grandissait, un spécialiste médico-légal indépendant, le docteur Fred Lopez, s'est exprimé à la télévision. « Je ne tire pas de conclusion pour les tribunaux, mais si les conditions légales sont remplies, je suis prêt à réexaminer le corps à la demande du père. » C'était la première étincelle d'espoir. David a saisi l'occasion et a déposé à nouveau la pétition,
cette fois avec près de 3000 signatures de citoyens. Le tribunal de Chicago a été contraint de reconsidérer sa décision. Le 27 janvier, le tribunal a annoncé. Afin de protéger les droits légaux des proches, le tribunal autorise l'exhumation des restes de Léo James Ramirez pour un réexamen. George ne sourit pas. Il serra simplement les poings et dit doucement. « Mon fils, si tu es encore quelque part, je trouverai la vérité. » Par un matin glacial, George retourna au cimetière de Greenwood. Non pas pour dire au revoir cette fois, mais pour chercher la lumière. Paul, l'employé des pompes funèbres de ce jour-là, se tenait à nouveau à ses côtés, cette fois avec un regard lourd. « Je me souviens de tes yeux ce jour-là, » dit Paul doucement. « Plus froid que ce matin. » George n'a pas répondu. Le vent faisait bruisser les arbres, les feuilles sèches tourbillonnaient autour de leurs pieds. À distance, l'équipe médico-légale, des représentants du bureau du procureur et le docteur Fred Lopez se sont approchés. Tout le monde portait des combinaisons de protection blanches et des gants. Personne ne parlait beaucoup. Paul ouvrit la tombe. George ne supporta pas de regarder. Fred parla doucement. « Soyez prêts. Le corps est peut-être en état de décomposition avancée. » George hocha la tête, le cœur vide. Ses yeux brillaient non pas de chagrin, mais de peur que le corps à l'intérieur ne soit pas celui de son fils. Le bruit des pelles frappant la terre froide et sèche résonnait sans cesse. George se tenait à quelques pas, les épaules tremblantes sous son épais manteau. Ses chaussures étaient couvertes de boue, mais il ne s'en aperçut pas. Fred Lopez, médecin légiste chevronné avec plus de 20 ans d'expérience, a personnellement supervisé l'exhumation. À côté de lui se tenait sa jeune assistante, Clara Monroe, tenant un presse-papier et du matériel pour collecter des échantillons. Paul, le directeur du cimetière, essuyait la sueur de son front malgré une température matinale de seulement 6 degrés Celsius. « Il reste encore environ un demi-mètre à parcourir, » murmura-t-il à Fred. George n'a rien entendu. Dans son esprit, une question résonnait sans relâche. Si ce n'est pas Léo, alors qui est-il? Et où est Léo? Après près de 2 heures, le petit cercueil gris a été ramené à la surface. Le bois avait commencé à se décomposer au coin mais restait intact. Monsieur George, se tourna Fred vers lui d'un ton sérieux. J'ai besoin de confirmation, voulez-vous vraiment assister à l'ouverture du cercueil? L'image ne sera pas facile. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux, répondit George fermement. J'ai besoin de savoir. Fred hocha la tête. Clara prépara le kit. Elle a ouvert un sac contenant des gants médicaux, une petite lampe d'inspection, des outils de prélèvement d'os et des sachets de produits biologiques dangereux. Paul a déverrouillé le cercueil. Un craquement sec résonna lorsque le couvercle se souleva, révélant l'intérieur, où ne gisaient que de petits os disjoints et une fine couverture beige. Fred enfila des gants et tira doucement la couverture. George se pencha, les yeux fixes. « Oh mon Dieu !» murmura Clara. À l'intérieur se trouvaient les restes d'un enfant, mais ils ne correspondaient pas à la description que George avait donnée autrefois. Il n'y avait pas de petite cicatrice sur la joue droite. Aucune dent de lait manquante, celle que George avait gardée. Fred a soigneusement prélevé un échantillon de l'os de l'avant-bras. « Nous allons effectuer un test ADN immédiatement, » a-t-il déclaré. En attendant, Clara, quel est ton groupe sanguin? Clara inséra une bandelette de test dans l'échantillon, puis secoua la tête. Dans une minute, type B. Les dossiers de l'hôpital indiquent que Léo est du groupe sanguin O. George chancela. Pas lui, murmura-t-il. Ce n'est pas mon fils. Alors, qui est ici? Clara posa doucement une main sur l'épaule de George. Nous allons tout traiter au plus vite, a poursuivi Fred. Pour l'instant, sachez ceci, le corps appartient à un autre enfant non identifié. Il s'agit très probablement d'un échange de corps. George s'est effondré à genoux, les mains agrippées à sa tête. Il n'a pas pleuré, mais tout son corps était écrasé sous un poids invisible. La nouvelle se répandit rapidement. Quelques heures plus tard, les principaux journaux publiaient des titres choquants. Choc à Chicago, le corps dans la tombe de l'enfant ne correspond pas, possible échange de corps. Léo serait-il encore en vie? La police rouvre l'enquête. Cet après-midi-là, George fut à nouveau convoqué, cette fois pour rencontrer les enquêteurs des homicides de la ville. La détective Lucy Morris l'a accueilli à la porte. « Monsieur George, nous avons officiellement rouvert l'enquête. Vous pouvez vous asseoir avec moi et diriger l'enquêteur, »
l'inspecteur Ralph agira. Ralph, un homme grand et aux traits anguleux d'origine mexicaine, avait des yeux aussi froids et précis que des lames. « Bonjour, monsieur George. Je ne vais pas vous réconforter. Nous avons du travail à faire, vite, clairement et directement. »« D'accord ? » »« D'accord, » répondit George. « Bien. Première personne, Sylvia. » Lucie a affiché une analyse comportementale sur l'écran. Sylvia s'est rendue à la morgue tôt le matin du 5 décembre, quelques heures seulement après le décès de Léo. Elle a expliqué qu'elle était là pour organiser les funérailles. Or, selon le protocole, seuls les parents biologiques ou les tuteurs légaux peuvent accéder au corps à ce moment-là. « Tu étais toujours le tuteur légal de Léo, n'est-ce pas ?» demanda Lucie. « Oui, » répondit George. « Je n'ai jamais signé de document autorisant quiconque à réclamer le corps. »« Alors qu'est-ce qui lui en donnait le droit ?» grogna Ralph. « Nous avons confirmé cela auprès du membre du personnel présent ce jour-là où il s'appelle Sergio Torres. Il a admis que Sylvia lui avait proposé de l'argent. 2000 $ en liquide. Elle lui a demandé de restituer le corps plus tôt que prévu pour des funérailles privées. » George serra les poings. « Elle a acheté un cadavre ? » ?»« Ce n'est pas tout, » poursuivit Lucie. Sergio a dit qu'elle était accompagnée d'un homme grand, à la peau foncée, portant des lunettes de soleil. Aucune pièce d'identité. Ils ont sélectionné un garçon récemment admis, décédé dans un accident de la route. Juste d'après des photos. « Alors qui était ce garçon ?» demanda George. Ralph secoua la tête. « Pas clair. Aucun document correspondant. Peut-être un enfant sans abri, non réclamé. »« Et Léo ?» murmura George. « Où a-t-elle caché Léo ?» Le 3 février, Sylvia a été arrêtée. Les médias ont envahi les grilles du commissariat. Sylvia est sortie de la voiture de patrouille, l'air impassible, ni larmes ni résistance. Dans la salle d'interrogatoire, elle était assise, immobile, les mains posées sur la table. L'inspecteur Ralph la fixait sans ciller. « Sylvia, nous avons suffisamment de preuves. Tu as échangé le corps. Tu as soudoyé un employé. Tu as menti publiquement. Maintenant, parle-moi, où est Léo ?» Sylvia leva les yeux. Ses yeux étaient vides. « Léo n'est pas mort, dit-elle. » La pièce devint silencieuse. « Où est-il ?» insista Ralph. « Au début, j'avais prévu de l'éloigner quelques mois. Juste pour que George renonce à la garde, dit-elle d'un ton neutre, impassible. Je savais qu'après le divorce, je n'aurais rien. Léo n'était pas mon enfant. J'en avais assez d'être appelée la belle-mère à l'école. Fatigué que George me compare à sa défunte épouse. » Lucie intervint. « Alors vous avez simulé un faux accident et effacé un enfant de la vie de votre mari ?» Sylvia eut un rire sec et dénué d'humour. « Je ne lui ai pas fait de mal. J'ai juste demandé à quelqu'un de l'emmener dans un refuge. »« Quel abri ?» demanda Ralph. « Non. Lieu. » Sylvia serra fort ses lèvres. « Je ne m'en souviens plus. L'homme m'a dit de ne pas donner suite. Je lui ai envoyé de l'argent une fois, et c'est tout. »« Tu as confié un enfant de 7 ans à un inconnu et tu n'as plus jamais vérifié ?» demanda Ralph. Sylvia rit doucement. « Je voulais juste la paix. » Derrière le miroir sans teint, George a failli briser la vitre. La police a remonté la piste financière de Sylvia. Début décembre, elle a découvert 3 retraits d'espèces suspects, de 5000 $ chacun. L'un des virements a été destiné à un refuge appelé Children's Hope Foundation, situé en périphérie de Joliet, à près de 80 km de Chicago. Ralph, Lucie et George s'y rendirent immédiatement. Mais l'endroit était abandonné. Le portail était cadenassé. Le bâtiment était couvert de poussière et de toiles d'araignée, les fenêtres brisées, aucun signe de vie. George a crié « L'eau Léo !» Seul son écho répondait dans les couloirs vides. Ralph donna un coup de pied dans une porte. Trop tard. On a au moins 2 semaines de retard. Un ancien garde nommé Donald Harris a été localisé dans une ville voisine. Je me souviens d'un garçon, dit-il. Environ 7 ans. Blanc. Cheveux bruns. On l'appelait Daniel. Mais je ne suis pas sûr que ce soit son vrai nom. Et où est le garçon ? S'écria George. Un homme est venu le chercher il y a quelques semaines. Sans nom. Sans papier. Il a juste disparu. George s'effondra, des sanglots silencieux secouant son corps.
Lucie lui saisit l'épaule. Nous n'avons pas encore perdu espoir. Ce matin-là, Chicago était enveloppé de brouillard. Le ciel était sombre et des volutes de fumée s'élevaient des vieilles cheminées, se fondant dans l'air humide. George était assis en silence dans le bureau des enquêtes criminelles, les yeux creux, fixant le mur devant lui. Lucie était au téléphone. Sa voix était basse. Du nouveau, demanda George dès qu'elle raccrocha. Lucie secoua la tête, le regard lourd. Je viens de recevoir une réponse de l'équipe d'examen administratif de Joliet. La fondation Children's Hope était classée non conforme depuis octobre. Mais elle acceptait toujours des enfants sans papier. Alors mon fils a été envoyé dans un centre illégal, s'exclama George. Pourquoi personne n'a arrêté ça? Le détective Ralph entra à ce moment-là, tenant un dossier. Il y a une raison, dit-il. Parce que Sylvia a exploité le système. Transfert d'argent. Pas de papiers officiels. Et une fausse identité. D'après nos conclusions, Léo a été enregistré sous un nouveau nom, Daniel Monte. Pas de date de naissance. Pas de dossier médical. George serra les poings. Elle a falsifié l'identité de mon fils. Ralph hocha la tête. Elle a effacé Léo du système en créant quelqu'un de nouveau. Ce soir-là, George retourna à l'ancien appartement où tout avait commencé. Il se tenait dans la chambre de Léo. Les murs arboraient encore de vagues contours d'autocollants de super-héros. L'ours en peluche en lambeaux que George avait sauvé de la poubelle lors du déménagement était posé, intact, sur l'étagère. Il s'assit et caressa doucement son tissu usé. « Léo, où es-tu » murmura-t-il. « Tu as froid ? Tu as faim ?» Le vent sifflait faiblement à travers la fente de la fenêtre. Et puis, George pleura, pour la première fois depuis que le cercueil avait été ouvert. Des larmes trempaient la main qui tenait l'ours en peluche. Son téléphone sonna. C'était David, l'avocat qui l'avait soutenu depuis le début. « George, j'ai besoin que tu restes calme. » « Qu'est-ce que c'est ?» Sylvia a rétracté sa déclaration. George se figea. « Qu'a-t-elle dit ?» Elle a affirmé, « J'ai été forcé. Je ne sais pas où se trouve Léo. L'homme m'a menacé si je révélais son nom. » « Quel homme ?» Il n'a toujours pas été identifié. Mais on lui a donné un surnom, le Borgne. Il est connu pour avoir trafiqué des enfants vers des refuges clandestins. George resta silencieux. « Ce n'est pas seulement une menteuse, a-t-il dit. C'est une lâche. » Le 14 février, la police a effectué une descente dans un entrepôt abandonné à Springfield, auparavant utilisé comme site de transfert pour la Children's Hope Foundation. À l'intérieur, ils ont trouvé des dizaines de documents manuscrits, aucun n'étant légalement notarié. Ralph et George arrivèrent sur les lieux. Un jeune officier, Charles Miller, s'enfuit, essoufflé. « Inspecteur, nous avons trouvé ceci, une liste d'enfants, avec leur date d'admission et de sortie. » Lucie ouvrit le registre. Sur la 3e page, on pouvait lire Daniel Monte sortie, 6 décembre sortie, 27 décembre reprise par, inconnu au code, CD. George agrippa le bord de la table. C'est Léo. Le 6 décembre, 2 jours après sa mort annoncée. Ralph intervint. CD pourrait être des initiales. Ou un code de localisation. Il faut recouper tous les établissements de garde d'enfants commençant par C ou D. Ou alors, ça pourrait être le Oak Bridge Center, ajouta Lucie. Un refuge pour jeunes sans-abri dans le quartier de Rockford. Vas-y. Maintenant, ordonna George. Le Oak Bridge Center était un bâtiment jaune délavé, avec des bougainvilliers violets pendant suspendus à la porte. George entra, le cœur battant. Une employée nommée Martha Garland les accueillit. Elle semblait épuisée, mais son regard était empreint de bienveillance. « Nous avons accueilli une quarantaine d'enfants en décembre », a-t-elle déclaré. Il n'y avait personne du nom de Daniel Monte. Un garçon ? Replié sur lui-même ? Maigre ? Silencieux ? Environ 7 ans, demanda George rapidement. Martha s'arrêta pour réfléchir. Il y avait un garçon qui est arrivé le 29 décembre. Sans papier. Quelqu'un l'a simplement déposé à la porte et est parti. Quel était son nom ? Nous l'avons temporairement appelé enfant 24, a répondu Martha, car il était le 24e enfant non identifié de l'année dernière. Puis-je le voir ? Martha hésita. Il ne parle pas.
Il n'interagit pas. Il reste assis là, tenant un oreiller. Un grave traumatisme psychologique. Mais une fois, je l'ai entendu murmurer un mot. Un seul. La voix de Georges se brisa. Quel mot? Papa. Ils conduisirent Georges dans un long couloir bordé de dessins d'enfants au crayon. Au bout se trouvait une petite pièce simple, un lit, un bureau, quelques livres d'images. Un garçon était assis, le dos tourné, les cheveux bruns, frêles, les épaules repliées comme un animal blessé. Georges entra, le cœur battant. Lion? Le garçon ne s'est pas retourné. Georges s'agenouilla. Mon fils, c'est moi. Papa. 1 seconde. 2 secondes. Le garçon se retourna lentement. Ses yeux étaient enfoncés, distants, confus. Il fixait Georges. Papa, murmura-t-il, la voix rauque et fragile. Georges ne put retenir ses larmes. Sa main tremblante se tendit. Le garçon se jeta dans ses bras, sans pleurer, mais en le serrant fermement, comme si le lâcher ferait disparaître Georges à jamais. Ce soir-là, alors que Georges était encore au centre de Nozo pour finaliser les démarches administratives pour la garde provisoire de son enfant, un groupe de journalistes est arrivé. La nouvelle s'était rapidement répandue, un enfant disparu avait peut-être été retrouvé. Lors d'une conférence de presse d'urgence, l'inspecteur Ralph a déclaré « Nous avons trouvé un enfant correspondant à la description et à l'âge de Léo James Ramirez. La vérification ADN est en cours. Nous ne pouvons confirmer l'identité de l'enfant tant que les résultats officiels ne seront pas disponibles. » Dans sa cellule, Sylvia a pleuré pour la première fois, non pas de culpabilité, mais de peur. Tard dans la nuit, David a appelé Georges. « Ça va? Je ne sais pas si je rêve ou si je suis en enfer. » Comment a-t-il réagi? Il n'a pas dit grand-chose. Mais il ne m'a pas lâché une seule seconde. David resta silencieux un long moment, puis dit « Les résultats ADN seront prêts dans 48 heures. Gardez espoir. » Georges hocha la tête, les yeux fixés sur Léo, endormi sur un petit canapé, les bras enroulés autour de l'ours en peluche que Georges avait apporté. Une douce lampe jaune éclairait ses cheveux en bataille. Georges murmura « Tu es vivant, mais combien de parties de toi sont mortes ?» Les 48 heures d'attente pour les résultats de l'ADN ont été les plus longues de la vie de Georges. Il quittait rarement le centre de Nozo. Chaque matin, il préparait du café pour le personnel et attendait dans la salle commune, où Léo ou enfant 24 s'asseyait tranquillement pour dessiner. Le garçon ne s'accrochait plus à lui comme la première nuit, mais ses yeux avaient toujours le regard creux de quelqu'un qui n'était pas encore libéré d'un cauchemar. « Tu veux dessiner quelque chose aujourd'hui » demanda doucement Georges. Le garçon ne répondit pas. Il lui tendit simplement une feuille de papier et un simple croquis au crayon. Un homme grand se tenait devant une maison. À la porte, une petite forme noire et une silhouette minuscule. Georges déglutit difficilement. « Tu as dessiné une maison. »« Qui est-ce » demanda-t-il en désignant le point sombre. Le garçon serra les lèvres, puis murmura « L'homme. » Cet après-midi-là, les inspecteurs Ralph et Lucie arrivèrent au centre avec une enveloppe jaune. Georges se leva, le cœur battant. Lucie ouvrit l'enveloppe, jeta un coup d'œil au papier, puis leva les yeux. Correspond à 99,96% à votre ADN. C'est Lion. Georges se figea. Ses yeux brûlaient. Tout autour de lui se tut, puis revint brusquement. C'est mon fils, murmura-t-il. C'est vraiment Léo. Il est vivant. Lucie hocha doucement la tête. Mais cet enfant a subi un traumatisme profond. Physiquement et psychologiquement. Léo ne se souvenait pas de tout. Il se souvenait de fragments, une porte en acier se refermant derrière lui, une pièce sombre et vide, un homme empestant la cigarette, toujours debout, silencieux, devant la porte. Un ours en peluche arraché de ses bras. Un bol de soupe froide. Georges a embauché le docteur Michael Allen, un psychologue spécialisé dans les enfants souffrant de SSPT. Léo présente des signes de stress post-traumatique grave, explique Michael, assis dans le bureau du centre. Peut-il se rétablir, demanda Georges, sans quitter des yeux la vitre sur laquelle Léo empilait silencieusement des blocs. Avec de l'amour et du temps, oui. Mais sans aide, il pourrait vivre prisonnier de ce cauchemar jusqu'à la fin de ses jours. Georges serra les poings. Alors je ne le laisserai plus seul une seule seconde de plus. La réaction du public a explosé. Les journaux ont titré « Léo est vivant ».
Un père découvre un échange de corps choquant dans une affaire américaine. Sylvia a menti. Un refuge fantôme. Le système de protection de l'enfance s'effondre. La police poursuit un réseau présumé de trafic d'enfants. À la télévision, des images étaient diffusées en boucle, Georges transportait Léo hors du centre, flanqué de Lucie et Ralph, escortés par la police. Aucun d'eux ne souriait. Ce n'était pas une fin. C'était juste une nouvelle couche de chagrin qui s'est détachée. Sylvia a continué à modifier son témoignage. Léo a été temporairement emmené, affirmait-elle désormais, j'ai été trompée. L'homme a dit qu'il emmènerait Léo dans une école spécialisée pour enfants surdoués. Connaissez-vous son vrai nom demanda Ralph lors d'un nouvel interrogatoire. Sylvia hésita. Il s'appelait Raymond. Lucie tapota la table. On l'a retrouvé. Raymond Nichols. Antécédent de maltraitance d'enfants. Enquête en 2018, mais jamais inculpé faute de preuves. Comment l'as-tu contacté insista Ralph. Sylvia se mordit la lèvre. Facebook. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à obtenir un faux certificat de décès, si j'en avais marre d'être belle-mère. Derrière le miroir sans teint, Georges serrait la chaise si fort que ses jointures devinrent blanches. Cet homme n'avait pas seulement ruiné sa vie. Il avait presque anéanti l'humanité de Léo. Après la séance, Ralph s'est tourné vers Lucie. Nous devons retrouver Raymond. Lucie hocha la tête. Et s'il détient encore des dossiers sur d'autres enfants, cela pourrait faire partie d'un réseau plus vaste. Une chasse à l'homme à grande échelle a commencé. La police a localisé les adresses IP utilisées pour accéder au compte Facebook de Raymond. Ces informations ont mené à une série de motels à bas prix dans la banlieue de Chicago. Finalement, dans un appartement abandonné à East Los Angeles, les policiers ont fait une descente dans les lieux à minuit. Raymond n'était pas là. Mais ils ont trouvé un ordinateur portable contenant des fichiers cachés, plus de 30 profils d'enfants, dont des photos de Léo sous le pseudonyme Daniel, et une note « Enfant calme ». Il ne parle pas beaucoup. La police a tout saisi. Ralph a personnellement apporté les preuves au siège. Il n'a pas simplement échangé Léo, dit Lucie. Il pourrait être un maillon d'un système bien plus vaste. Georges regarda les photos des enfants dans les archives. Combien d'entre eux n'ont jamais été retrouvés, demanda-t-il. Personne n'a répondu. Un soir, Georges emmena Léo dans un petit parc près de l'hôpital où ils avaient l'habitude de s'asseoir après l'école. Léo marchait lentement, regardant autour de lui. « Tu te souviens de cet endroit » demanda Georges. Léo hocha légèrement la tête, puis tira la main de Georges vers un banc de pierre près de la fontaine. « Ma place » dit-il. « C'est vrai » sourit doucement Georges. « Tu appelais ça ton royaume secret. » Léo ne répondit pas, mais il s'assit et posa sa tête sur l'épaule de Georges. Un petit geste, mais pour Georges, c'était comme si le soleil perçait à travers l'infini gris. Une minute plus tard, Léo murmura « J'ai peur. Si je dors, l'homme va revenir à la porte. » Georges le serra fort. « Plus personne ne pourra se tenir à ta porte. Je suis là, maintenant. » Le 20 février, Sylvia a été formellement inculpée des chefs d'accusation suivants, fraude judiciaire, profanation de corps, détention illégale d'un mineur, obstruction à la justice et atteinte psychologique à un enfant. L'audience préliminaire a été fixée à 3 mois plus tard. Georges a refusé toute interview avec les médias. Il a démissionné de son emploi à la compagnie d'électricité, vendu son vieil appartement et loué un petit logement près de la côte sud pour entamer une thérapie à long terme avec son fils. Lucie est venue les voir à la gare. « Nous aurons encore besoin de votre témoignage » a-t-elle déclaré. « Je reviendrai quand j'en aurai besoin » répondit Georges. « Mais je ne peux pas vivre un jour de plus entre les murs où mon fils était enfermé. » Lucie tendit la main. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Georges hocha la tête. « Je n'avais pas eu le choix. » Léo leva les yeux vers elle et murmura « Tu es mademoiselle Lucie. » Lucie fut surprise. « Comment le savais-tu » Papa dit « Tu m'as beaucoup cherché. » Lucie a souri « J'ai cherché, mais c'est ton père qui t'a sauvé. » Léo serra la main de Georges et ne la lâcha pas. Le train émit un long sifflement. Il s'éloigna de Chicago, brisant le silence du petit matin. Georges était assis près de la fenêtre. Léo avait la tête sur son épaule, profondément endormi. Après des jours de chaos, il resta silencieux pendant près de 4 heures. De temps à autre,
il serrait son ours en peluche marron, celui usé que Georges avait gardé après que Sylvia l'eut jeté à la poubelle. Une douce lumière filtrait à travers la vitre embuée, effleurant le visage maigre de Léo. Derrière son oreille gauche se trouvait une légère cicatrice, une marque impossible à confondre. Georges ferma les yeux. Il ne pouvait toujours pas expirer. Pas encore. Une semaine plus tard, dans le petit appartement en bord de mer à Santa Barbara que Georges avait loué temporairement, il reçut un email de David. Objet, préparation du corps. L'équipe juridique de Sylvia a interjeté appel. Elle affirme qu'il s'agit d'un malentendu et que Georges est inapte à s'occuper d'un enfant traumatisé. L'audience relative à la garde des enfants devrait reprendre. Georges fixait l'écran, les yeux immobiles. De l'autre côté de la pièce, Léo dessinait, coloriant un toit au crayon rouge, le ciel en bleu. Un toit qu'il n'avait jamais vraiment eu. Georges a fermé l'ordinateur portable. À Chicago, Sylvia avait engagé l'avocat pénaliste de renom Martin Carter, connu pour avoir défendu avec succès plusieurs politiciens en disgrâce. Dans une interview exclusive accordée à WGN News, Martin a déclaré « Ma cliente a souffert d'une détresse psychologique temporaire due aux pressions familiales, ce qui l'a conduite à prendre des décisions incontrôlées. Mais elle n'a jamais eu l'intention de faire du mal à Léo. Le garçon a été retrouvé sain et sauf. Cela prouve qu'il n'y avait aucune intention violente. » Le journaliste a continué, « Mais qu'en est-il de l'échange de corps ?» Martin a répondu, « Une série de malentendus regrettables. Nous démontrerons devant le tribunal que ce n'était pas délibéré. » La nation a explosé. Georges a jeté la télécommande de la télévision par terre. Léo sursauta, surpris, « Papa ?» Georges prit une profonde inspiration et s'assit à côté de lui. « C'est bon, Léo. Je suis désolé. J'étais juste en colère. Elle essaie encore de me faire du mal. » Léo demanda, ses mots hésitants mais ses yeux fixes, « Te souviens-tu de beaucoup de choses ?» Georges le regarda un instant. Léo baissa la tête, « Pas tout à fait. Mais je me souviens d'être restée assise près de la porte quand tu n'es pas venu me chercher. Puis cet homme m'a emmené. Il n'a pas dit un mot. Après ça, tout était noir. » Georges hocha lentement la tête, la voix posée malgré la tempête intérieure. « Je suis là, maintenant, et je ne laisserai plus personne te prendre. » Personne. Léo posa sa petite main sur celle de Georges. « Promets-le-moi. » « Je jure. » Mais le monde n'a jamais été seulement une question de deux. Un groupe est apparu sur les réseaux sociaux sous le nom de #Sylvia, diffusant des informations affirmant que Georges avait tout inventé. Qu'il n'acceptait pas son ex-femme. Qu'il avait poussé une femme souffrant de troubles mentaux en prison et utilisé la mort d'un autre enfant comme appât médiatique. La page du groupe a atteint plus de 60 000 abonnés. Un message largement partagé disait « Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais Georges n'est clairement pas la seule victime. Léo n'a même pas été blessé. Alors pourquoi Sylvia serait-elle en prison ?» Georges lut les commentaires, les mains tremblantes. Les hommes jouent toujours la carte de la grande victime. Comment savons-nous que c'est son fils? Je suis aussi une belle-mère et je comprends Sylvia mieux que quiconque. Il a éteint le téléphone. Le monde en ligne déforme la justice. Une nuit, Georges s'est réveillé au son des cris de Léo dans son sommeil. Il se précipita et trouva le garçon trempé de sueur, agitant l'air. « Non, ne le fais pas. Ne m'enferme pas. » Georges le serra fort dans ses bras, lui murmurant sans cesse, « Tu es en sécurité. Tu vas bien. » Léo se réveilla, les yeux rouges, enfouissant son visage dans la poitrine de Georges. « Je pensais que j'étais à nouveau enfermé. » « Personne ne t'enfermera plus jamais. » « Mais que se passerait-il s'il me reprenait ?» Georges le serra plus fort. « Je te protégerai, même si je dois brûler tout ce système. » Le 2 mars, Georges a reçu une convocation du tribunal de la famille de Chicago. Une audience de réévaluation de la garde aura lieu dans 15 jours. Il a appelé David. « Je suis prêt à plaider, » dit Georges. « Même si je dois comparaître seul devant le tribunal, je ne les laisserai pas replonger Léo dans ce cauchemar. » David hocha la tête pendant l'appel vidéo. « Mais Georges, cette fois, ils s'attaqueront à tes points faibles. Ton état mental, ton instabilité, ton obsession. Tu dois rester calme. Ils utiliseront n'importe quoi pour prouver que tu n'es pas en forme. »« Laisse-moi te dire quelque chose, » dit Georges d'un ton ferme. « Chaque soir,
Je serre mon fils dans mes bras et je le réconforte comme s'il venait de survivre à une guerre. J'ai appris à cuisiner les plats qu'il adorait. J'ai appris à m'asseoir à ses côtés quand il ne parle pas pendant 3 heures d'affilée. Et je ne lui ai jamais tourné le dos. Cela seul me rend plus qualifié que quiconque dans cette salle d'audience. David resta silencieux quelques secondes. Puis il sourit. Très bien, alors on se bat. Dans les jours précédant l'audience, George emmenait Léo voir le docteur Michael tous les jours. Un jour, Michael a demandé à Léo, « a-t-il quelque chose que tu aimerais dire au tribunal ?» Léo hésita. « S'il me demande où je veux aller ?»« Oui. Je ne veux pas partir avec quelqu'un d'autre. Je veux juste rester avec papa. » Michael sourit. « Alors dis-le. Tu en as le droit. » Léo hocha la tête. Un petit hochement de tête, mais ferme. Un soir, George ouvrit l'armoire en bois où il rangeait les jouets que Léo avait rapportés de Chicago. À l'intérieur, il trouva le livre d'images Le Petit Prince, celui que Léo lui avait fait lire des centaines de fois. « Tu veux l'entendre à nouveau ?» demanda-t-il. Léo hocha la tête. George s'assit sur le lit et commença à lire. Les adultes aiment les chiffres. Quand on leur parle d'un nouvel ami, ils ne posent jamais de questions importantes. Léo rigola doucement. George le regarda en souriant. « Vous vous souvenez de cette partie ? J'aime la partie avec le renard et le blé. » Pourquoi ? Parce que le renard ne savait pas qu'il avait besoin de quelqu'un, jusqu'à ce que cette personne vienne le voir à la même heure chaque jour. George marqua une pause. Plus besoin de dire un mot. Léo comprit. Et il commença à revenir, petit à petit. Journée d'audience. George est sorti d'un taxi devant le tribunal de la famille de Chicago. Un mur de journalistes attendait. Les flashs des appareils photo fusaient comme le tonnerre. De grands panneaux criaient « Affaire d'échange de corps de Léo James Ramirez » portés à la fois par les partisans et les critiques. George ne s'arrêta pas. Il serra fermement la main de Léo. Le garçon portait une chemise blanche, les cheveux soigneusement coupés et le visage tendu. Sous son bras gauche se trouvait l'ours en peluche brun. Un journaliste s'est précipité vers nous. « Monsieur George, pensez-vous que vous conserverez la garde de votre fils ?» George n'a pas répondu. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était suffisamment épais pour être tranchant. L'accusation était déjà assise. Sylvia était assise à la table d'en face, vêtue d'une simple robe noire, légèrement maquillée, les yeux baissés. À côté d'elle était assis Martin Carter, les mains jointes sur le bureau, les yeux rivés sur George. La juge était Isabelle Reed, connue pour être stricte et conservatrice. Nous convoquons maintenant l'audience sur la réévaluation de la garde du mineur Léo James Ramirez, a-t-elle annoncé d'un ton sec. L'enfant est actuellement sous la tutelle temporaire de son père biologique, George Ramirez, en vertu de la décision d'urgence 421 AG. Elle a poursuivi, la raison de cette audience, la belle-mère, Madame Sylvia Lawrence, demande au tribunal de reconsidérer sa décision, affirmant que l'enfant devrait être confié à une personne possédant des qualifications professionnelles en psychologie, plutôt qu'à un père biologique sans formation. George ne quittait pas Sylvia des yeux. Elle n'osait pas se retourner. David se leva et commença. « Votre honneur, le défendeur Monsieur George Ramirez n'est pas seulement le père biologique de Léo, mais la seule personne qui a activement enquêté et sauvé cet enfant d'un dangereux réseau de trafic d'identité lorsque la loi elle-même a échoué. Personne d'autre ne sait ce que Léo craint, ce qu'il mange, comment il réagit aux veilleuses ou à l'adoucissant. » Il s'arrêta brièvement, puis continua. En revanche, la requérante, Madame Sylvia, a admis avoir collaboré avec un individu précédemment condamné pour soustraire Léo au système judiciaire, avoir échangé le corps d'un autre enfant pour mettre en scène une fausse mort et avoir dissimulé l'identité de Léo pendant près de 2 mois. Est-ce qu'une personne comme celle-là est apte à récupérer la garde de son enfant, ou même à siéger dans cette salle d'audience en tant que soi-disant partie concernée? Martin se leva et fit un signe de tête poli au juge Isabelle. Votre honneur, nous ne nions pas que Madame Sylvia Lawrence a commis des violations. Mais ces actes découlent d'un traumatisme psychologique consécutif au décès soudain de son ex-mari, la mère de Léo, et à un isolement prolongé de sa famille. Nous disposons d'un dossier médical établi par le docteur Oscar Pérez, psychiatre, confirmant ses troubles du comportement entre novembre et décembre. La juge Isabelle remonta ses lunettes et se tourna vers George. Le répondant souhaite-t-il prendre la parole? George se leva. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot résonnait comme une pierre.
Je n'ai pas besoin de revenir sur le passé. Le tribunal, la presse, les médias, ils en ont assez fait. Je demande simplement au juge de se pencher sur une question. Si Sylvia était vraiment si déficiente psychologiquement qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, alors comment a-t-elle pu choisir soigneusement un corps, soudoyer un membre du personnel, falsifier un certificat de décès, supprimer les images de surveillance et embaucher quelqu'un pour emmener Léo dans un refuge non enregistré? Ce n'étaient pas des actes impulsifs. C'était un plan. Il se tourna vers Sylvia pour la première fois depuis le début du procès. Tu n'as jamais perdu le contrôle. Tu étais calculateur. Et dans ces calculs, mon fils était quelque chose à éliminer. Sylvia ne répondit pas. Ses mains serraient le bas de sa robe, les yeux brillants, mais aucune larme ne coulait. L'audience a duré plus de 2 heures. Après le témoignage complémentaire du psychologue Michael Allen, qui avait supervisé la thérapie de Léo, la juge Isabelle a annoncé une suspension de 30 minutes pour examiner le dossier. Dans le couloir, Georges était assis à côté de Léo. « Êtes-vous fatigué ?» Léo secoua la tête. « Je n'aime tout simplement pas cet endroit. »« Moi non plus. Mais il faut le faire. Pour qu'un jour, plus personne ne décide à ta place. » Léo baissa les yeux, serrant son ours en peluche. « Tu penses qu'ils me laisseront rester avec toi ?» Georges regarda son fils dans les yeux effrayés. Un garçon de 7 ans, tout juste sauvé des trafiquants d'enfants, devait encore passer devant le tribunal pour prouver qu'il voulait vivre avec son père. « Peu importe ce qu'ils disent, je ne te lâcherai pas. » Léo hocha la tête. 30 minutes plus tard, tout le monde était de retour dans la salle d'audience. La juge Isabelle ouvrit ses notes, le visage indéchiffrable. Après avoir examiné l'intégralité des dossiers juridiques, les rapports psychologiques, les preuves matérielles et les témoignages, le tribunal statue comme suit. La requérante, Sylvia Lawrence, a enfreint plusieurs dispositions du Code pénal des États-Unis. Bien qu'aucune condamnation officielle n'ait encore été prononcée par le tribunal pénal, les dossiers d'enquête et les déclarations volontaires soumis suffisent à établir une cause probable pour les accusations actuellement en instance. Par conséquent, ce tribunal déclare que tous les droits de garde, de tutelle, de visite et de contact direct de Sylvia Lawrence sur Léo James Ramirez sont par la présente définitivement révoqués. Georges Ramirez est le seul tuteur légal. Le tribunal conseille également à toutes les parties de respecter la vie privée de l'enfant et interdit l'utilisation de l'image ou de l'histoire personnelle de Léo à des fins médiatiques ou publiques, sous quelque forme que ce soit. Un moment de silence régna dans la salle d'audience. Sylvia baissa la tête. Cette fois, pour de vrai. Plus de dispute. Plus de défense. Georges expira, mais ne sourit pas. Il serra simplement la main de Léo. Ce soir-là, ils retournèrent à Santa Barbara en train. Georges ouvrit son téléphone. Un message de Lucie disait. Le plus sombre est passé. J'espère qu'à partir de maintenant tu pourras vivre comme un père, et non comme un combattant. Georges regarda Léo, qui dormait profondément à côté de lui, la joue pressée contre l'oreiller en tissu. Tu peux recommencer maintenant, murmura-t-il. Le lendemain, dans un petit café près de la plage, Georges s'est assis avec David. Merci, dit Georges. Pas pour avoir gagné, mais pour avoir été là. David sourit. Je viens d'aider le seul père que je connaisse qui a détruit un système à main nue. Pas avec les mains, répondit Georges. Avec amour. David regarda au loin. Et peut-être avec douleur aussi. Georges hocha la tête. Une femme s'est approchée, tenant un appareil photo. Excusez-moi. Je suis journaliste. Puis-je vous prendre en photo avec votre fils? Nous écrivons un article intitulé Le père de Chicago. Juste une photo. Georges regarda Léo, puis secoua la tête. Merci, mais nous avons été sous les feux des projecteurs assez longtemps. Il est temps de vivre à l'ombre. Au loin, la mer était calme, comme si aucune tempête ne l'avait jamais effleurée. Des nuages blancs dérivaient doucement dans le ciel. Georges posa sa main sur l'épaule de Léo. Tu n'es jamais mort dans mon cœur. J'ai toujours cru que tu étais vivant. Léo sourit son premier sourire complet depuis décembre. Un mois après l'audience, Georges et Léo quittèrent officiellement Chicago pour une petite ville côtière près de Santa Barbara. La maison louée se trouvait au bout d'une rue calme, à seulement 3 minutes à pied du rivage. Des bougainvilliers couvraient le portail en bois et les fenêtres donnaient sur le lever du soleil. Ce matin-là, Georges se tenait dans la cuisine,
versant du lait tout en regardant par la fenêtre arrière. Léo, assis sur un rocking chair, un ours en peluche sur les genoux, regardait un chat marcher le long de la clôture. « Tu le vois » cria Georges. « Le chat noir d'hier. » Léo se tourna et hocha la tête. « Hier, il me fixait du regard. Aujourd'hui, il est passé à côté de moi. » « Alors peut-être que c'est le fait de penser à être ami avec toi, » sourit Georges. Léo baissa les yeux. « Il n'a pas peur de moi. » Georges sortit et posa le lait sur la petite table en bois. « Non. Parce que tu n'es plus le garçon enfermé. Tu es le roi de ce jardin, maintenant. » Léo ne dit rien, mais il posa sa main sur le genou de Georges et le serra doucement. Cet après-midi-là, Georges emmena Léo voir le docteur Michael Allen au centre de thérapie de la ville. Michael fit signe à Léo d'entrer. « Bonjour, petit guerrier. » Léo sourit. Un sourire léger et sincère qui fit s'arrêter Georges. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu ça. « Comment vous sentez-vous cette semaine » demanda Michael en sortant un jeu de cartes d'émotion. Léo les étudia, puis en choisit un, jaune, avec les yeux fermés et la bouche courbée vers le haut. « Pacifique. »« Très bien, » dit Michael en jetant à Georges un regard plein de sens inexprimé. « D'autres cauchemars » Léo secoua la tête. « Juste un peu loin. Ce n'est plus clair. » Georges expira doucement. Michael a continué. « Tu te souviens de l'histoire que ton père t'a racontée la semaine dernière » Léo hocha la tête. « Le renard et le petit prince. » Le renard avait besoin que quelqu'un vienne à la même heure chaque jour. « Et tu as quelqu'un qui vient tous les jours » Léo se tourna vers Georges. Aucun mot n'était nécessaire. Michael sourit. C'est le fondement de la guérison, la présence inconditionnelle. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble. Georges tendit une pomme de terre à Léo. « Tu veux essayer le peeling » Léo regarda le petit éplucheur un instant, puis commença prudemment. Georges se tenait juste à côté de lui, prêt à lui guider la main. « Je n'ai jamais fait ça avant. » Alors, apprendre avec papa est la meilleure façon. Léo était à mi-chemin avant que la peau ne se déchire maladroitement, le coupant presque. Georges attrapa sa main à temps. « Ce n'est pas grave. Tout le monde glisse la première fois. L'important, c'est que tes doigts soient intacts, » dit-il en riant. Léo sourit aussi. Cette nuit-là, Georges ouvrit un nouveau carnet. Il l'intitula Jour 31 du Lion, la maison point sur la première page, il écrit. Aujourd'hui, mon fils a ri quand j'ai laissé tomber un œuf par terre non pas parce qu'il s'est cassé, mais parce que j'ai crié comme un idiot. Son premier sourire sans raison. Il ferma le journal et regarda Léo endormi, l'ours en peluche dans les bras. Sur le mur, de nouveaux dessins, un soleil, un bateau et le mot papa griffonné en lettres inégales. La semaine suivante, Georges reçut une notification officielle du tribunal pénal de Chicago. Le procès de Sylvia Lawrence, accusée dans l'affaire d'échange de corps, de détention illégale et de fraude judiciaire, aurait lieu le 15 juin. David a appelé. « Voulez-vous témoigner ?»« Oui. »« Tu es sûr que ça va ?» Georges s'arrêta quelques secondes. « Je dois l'admettre. Pas pour moi, mais pour Léo. » « Compris. Nous serons parfaitement préparés. » Le jour du procès, Georges envoya Léo chez Michael. Il ne voulait plus jamais que son fils revoie Sylvia. La salle d'audience était bondée. L'entrée des médias était interdite, mais des centaines de personnes se sont rassemblées à l'extérieur. Nombre d'entre elles brandissaient des pancartes « Justice pour Léo ». Sylvia fut escortée à l'intérieur, menottée, vêtue d'un manteau gris, visiblement plus usé. Mais son regard était toujours froid. Elle ne regarda pas Georges une seule fois. La juge Marina Estrada a lu les accusations. Défendeuse Sylvia Lawrence, vous êtes par la présente accusée de ce qui suit. Profanation d'un cadavre humain, Code pénal 526. Fraude judiciaire, Code pénal 456. Dissimulation d'un mineur, article 225 BIS. Corruption, Code pénal 419. Infliction d'un traumatisme émotionnel grave à un enfant mineur. Le procureur Lewis Morgan s'est levé. Votre honneur, Sylvia Lawrence n'a pas seulement enfreint la loi. Elle a délibérément démantelé le système judiciaire par jalousie mesquine. Son action ne visait pas à protéger l'enfant, mais à l'effacer de la vie de son père. Il s'agit d'un cas de manipulation,
de cruauté et d'inhumanité calculée et cela exige une peine qui reflète la gravité de cette trahison. La défense a tenté de citer des rapports psychiatriques, mais Sylvia n'avait jamais assisté à une seule séance de thérapie depuis son arrestation. Puis ce fut le tour de George. Il se tenait à la barre des témoins. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Avez-vous quelque chose à dire ?» a demandé le juge. George hocha la tête. « Je ne demande pas de compassion. Je veux juste dire une chose. Quand mon fils a disparu, la seule personne qui savait où il était, c'était l'accusé. Et elle a choisi de ne rien dire. Elle m'a laissé enterrer un enfant qui n'était pas le mien. Elle a laissé croire à Léo que personne ne le recherchait. Si ce n'est pas du mal, alors je ne sais pas ce que c'est. » Le silence se fit dans la salle d'audience. Sylvia baissa la tête pour la première fois. Le 17 juin, la sentence a été lue. Le tribunal condamne par la présente Sylvia Lawrence à 5 ans de prison pour profanation d'un cadavre humain, 6 ans pour fraude judiciaire, 3 ans pour détention illégale d'un mineur et 4 ans pour avoir infligé de graves dommages émotionnels. Total, 18 ans de prison. La défenderesse doit commencer à purger sa peine immédiatement au centre de détention pour femmes de Californie centrale. George ne réagit pas. Il sortit simplement, levant le visage vers un ciel qui, pour la première fois, ne pesait plus sur lui comme une pierre. Ce soir-là, Michael ramena Léo à la maison. Le garçon courut à la maison et tendit un croquis au crayon à George. « Je t'ai dessiné. » George le prit. Sur le dessin, on pouvait voir un homme aux cheveux bouclés, un large sourire, tenant la main d'un garçon. Derrière eux se tenait une silhouette lointaine et sombre qui s'éloignait. « Celui-là s'appelait Ne jamais revenir, » dit Léo. George s'assit et serra son fils dans ses bras. « C'est une belle photo. » Léo sourit. « Peux-tu le mettre au mur ? » ?»« Non. Je vais l'encadrer. » Léo avait l'air surpris. « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est la première fois que tu te dessines, sans une porte verrouillée derrière toi. » Cet été-là, l'océan de Santa Barbara était aussi immobile qu'un drap de soie bleue, s'étendant à l'infini. Chaque matin, George et Léo marchaient pieds nus le long du rivage, laissant les vagues leur caresser les chevilles. Léo portait un seau en plastique rouge et ramassait coquillages et pierres aux formes étranges. « À ton avis, à quoi ressemble celui-ci » demanda George en brandissant un caillou plat. Léo l'étudia un instant. « Comme un cœur, mais avec un coin ébréché. » George rit. « Alors, tu m'aimes bien ?» Léo hocha la tête, le visage sérieux. « Mais c'est toujours un cœur. » Après le procès, George a refusé toute interview avec les médias. Il a dit à David. « Je ne veux pas de Léo à la télé. Il est déjà perçu comme une victime depuis bien trop longtemps. » David a compris. Mais sachez que cette affaire est considérée comme un tournant pour le système judiciaire en matière de droits de l'enfant. Une nouvelle législation est en cours d'élaboration. Des contrôles plus stricts seront effectués sur les systèmes d'identification corporelle. Un contrôle plus strict sera également appliqué aux foyers d'accueil temporaire. Les lois appartiennent au monde extérieur, a déclaré George. La loi entre mon fils et moi est de vivre. David sourit à travers l'écran. Et vivre avec bonté. Quelques semaines plus tard, George reçut une lettre du tribunal central. Cette fois, il ne s'agissait pas de témoigner, mais d'obtenir une décision officielle. George a obtenu la tutelle légale complète et permanente de Léo, sans aucune restriction. « Souhaitez-vous une copie encadrée » a demandé la greffière en lui remettant les documents. George a plaisanté. Seulement si le cadre est gravé avec un père qui a un jour creusé un cimetière pour sauver son fils. Le commis éclata de rire. À la maison, George a accroché la décision dans le salon, juste à côté du dessin de Léo, le père tenant la main de son enfant et l'ombre derrière s'éloignant. Léo le fixa un moment, puis demanda. « Donc je n'ai plus besoin d'aller nulle part, n'est-ce pas ? » « Plus jamais. Personne ne peut t'enlever. Seulement si je choisis d'aller à l'université loin, » taquina George. Léo rigola. « Cela n'arrivera pas avant longtemps. » Un jour, alors que George faisait la vaisselle, Léo entra dans la cuisine avec un carnet à la main. « Papa. Michael a dit que je pouvais recommencer à écrire un journal. »« Ah bon ? Que as-tu écrit ?» Léo ouvrit la première page et la montra à George. D'une écriture brouillonne mais claire, on pouvait y lire. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'ombre à ma porte. George ferma le cahier et posa une main sur la tête de son fils. « C'est merveilleux.
Écris plus. Demain, je vais écrire, aujourd'hui, papa n'a pas brûlé les œufs, taquina Léo. Georges a ri. Comme si je les brûlais toujours? 3 fois la semaine dernière. Tu tiens des comptes maintenant, hein? Tous deux éclatèrent de rire, le son résonnant dans la cuisine. À la fin du mois, Georges a emmené Léo pour un bilan complet à l'hôpital pour enfants local. Après un examen approfondi, le docteur Samuel Price a déclaré: il montre de bons signes de rétablissement. Physiquement, il est stabilisé. Psychologiquement, j'ai vu peu d'enfants aussi résilients que lui. Georges hocha la tête. Il a traversé plus d'épreuves que la plupart des adultes. Samuel regarda Georges attentivement. As-tu pensé à laisser Léo retourner à l'école? J'y réfléchis. Mais on va commencer par l'école à la maison, puis on va le remettre progressivement. Bien. Si vous avez besoin de matériel pédagogique ou de ressources de tutorat, nous avons une liste. Georges hocha la tête. Je vais le demander. Un après-midi tranquille, alors qu'ils lisaient tous les deux près de la fenêtre, Léo demanda soudain. Papa, que fait Sylvia maintenant? Georges s'est figé. Elle est dans un centre appelé Centre pour femmes de Californie centrale. C'est pour les personnes qui ont commis des erreurs. Est-ce qu'elle est toujours en colère contre moi? Non, Léo. Georges s'assit et serra la main de son fils. Elle est en colère contre elle-même. Pas contre toi. Léo baissa les yeux. Je ne la déteste plus non plus. Georges leva les yeux, surpris. Léo a ajouté. Je ne me souviens pas de tout. Mais si je la détestais, je ne pourrais plus sourire. Georges déglutit difficilement. Tu as raison. Le pardon n'est pas pour les autres. Il est pour nous-mêmes. Léo posa sa tête sur l'épaule de son père. Nous n'avons plus besoin d'emmener qui que ce soit avec nous, n'est-ce pas? Seulement ceux que nous aimons. En septembre, ils plantèrent un petit oranger dans le coin du jardin. Léo le baptisa l'arbre du retour. Chaque fois qu'il portera des fruits, nous les mangerons et nous nous souviendrons d'aujourd'hui, a déclaré Léo. Georges a ri. Et si ça ne porte pas de fruits? Alors on l'arrosera davantage. Finalement, Georges accepta une seule interview ou une interview sans visage de Léo ni mention de leur localisation. L'intervieweuse était Anna Valentine, la journaliste qui avait suivi l'affaire depuis le début. « Pourquoi as-tu accepté cette fois-ci » demanda Anna lorsque l'enregistreur se mit en marche. « Parce que je veux dire une dernière chose. Arrêtez de traiter Léo de victime. C'est un survivant. Et il m'a appris plus que toute une vie. Et quelle est la chose la plus importante que tu as apprise » Georges regarda au loin, la voix s'adoucissant. Parfois, pour sauver un enfant, pas besoin d'être un super-héros. Il suffit d'être ponctuel, tous les jours. L'article fut publié le premier jour de l'hiver, intitulé « Le père de Chicago et le garçon qui a réappris à dire papa ». Beaucoup le lurent. Beaucoup pleurèrent. Mais Georges déclina toutes les invitations par la suite. La vie avait tranquillement repris son cours. Il n'était plus nécessaire d'écrire à ce sujet. Un dimanche matin, Georges et Léo allèrent au marché ensemble. Léo choisit des carottes, des pommes et un petit paquet de graines de tournesol. « Tu veux essayer de les planter, papa » demanda-t-il. « Bien sûr » sourit Georges. « Mais il faudra les arroser. » Léo secoua la tête. « Il faut aussi qu'on leur chante une chanson. » Michael l'a dit. « Alors je chanterai » répondit Georges, « et tu apporteras l'eau. » Léo rayonna. « Et l'ours en peluche sera le gardien. » Ce soir-là, Georges lut une histoire à Léo, comme toujours. Mais cette fois, c'était un livre que Léo avait choisi lui-même. Le Petit Prince, pour la 11e fois. Ils arrivèrent au passage où le renard dit. On ne voit clairement qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Léo ferma les yeux et murmura. Comme quand je ne te voyais pas, mais que je savais quand même que tu viendrais. Georges marqua une pause, la gorge serrée. Parce que je l'ai promis, dit-il doucement. Et une promesse, c'est la seule chose qu'on ne devrait jamais rompre. Léo ouvrit les yeux, sourit, puis se blottit dans les bras de son père. La brise marine entrait par la fenêtre ouverte, apportant le doux parfum du sel et le murmure rythmé des vagues. Un après-midi, alors que Georges arrosait l'oranger, Léo accourut vers lui, une lettre à la main. « Papa, une lettre du tribunal. » Georges l'ouvrit.
C'était la déclaration officielle de clôture. L'affaire de Léo James Ramirez est officiellement close. Aucune charge. Aucun appel. George s'assit sur les marches. Léo monta et s'assit à côté de lui. C'est fini, papa? Oui, répondit George. Cette fois, c'est vraiment fini. Ensemble, ils regardèrent l'océan, jusqu'au bout de l'horizon. La lumière du soleil brillait doucement dans leurs cheveux. Léo posa sa tête sur l'épaule de George et murmura. Je n'ai jamais été mort dans ton cœur, n'est-ce pas? George entoura son fils de ses bras et sourit. Jamais. J'ai toujours cru que tu étais vivant.